Le chanteur de Mexico, extrait d'un texte du livre de Michel Tremblay, Bonbons assortis aux éditions Léméac, Actes Sud. Chaque vendredi, après son travail, ma cousine Hélène, la fille aînée de ma tante Robertine, faisait un ajout dans sa collection de disques 78 tours qu'on n'appelait pas encore des records, mais plutôt des plates, prononcées à l'anglaise. C'était les débuts de Frank Sinatra, le déclin de Jean Sablon, le règne de Tino Rossi et tous les crooners à la mode, américains comme français et même quelques latinos, aboutissaient dans l'antique tourne-disque de ma grand-mère Tremblay, qui sonnait comme une batterie de cuisine tant il était vieux. Le son qui sortait de cet appareil fabriqué dans les années 20 était à la fois strident et sourd. Les voix nasillardes n'avaient rien d'humain et l'orchestre semblait provenir d'un autre monde. De plus, il était à ce point usé qu'il fallait changer l'aiguille presque chaque fois qu'on y posait un disque. Ma grand-mère prétendait même que chaque plate avait son aiguille, qu'il suffisait de la trouver. En effet, lorsqu'un disque sonnait mal, c'est-à-dire tout le temps, on enlevait l'aiguille du bras trop lourd et on en pigeait une autre dans une petite boîte ronde en métal posée à côté de la table tournante, en souhaitant que ça allait être la bonne. Ce n'étaient pas des aiguilles, c'était presque des clous. Ils détruisaient les sillons gravés dans le plastique et endommageaient les disques à tout jamais dès leur premier contact. Mais on continuait à s'en servir parce qu'on n'en avait pas d'autres. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un ait acheté une seule boîte d'aiguilles neuves durant toute mon enfance. Elles avaient même toutes fini par rouiller. La maisonnée entière adorait la musique, surtout les chansons populaires, et les voix rendues, éraillées de Franck, de Tino et de Jean, s'élevaient dans la salle à manger à toute heure, accompagnées de celles encore plus laides, parce que fausses, des différents membres de la famille. Ma grand-mère prenait une voix de tête qu'on ne lui connaissait que lorsqu'elle chantait flûtée, désagréable, parce que trop stridente et désespérément fausse. Ma tante Robertine, elle chantait moins que les autres, on s'en doute un peu, avait fini par adopter une espèce de bizarre parlando parce qu'elle ne pouvait pas pousser une seule note juste comme sa mère. Maman, elle, lirait trop, elle allongeait toutes les notes et arrivait toujours à la fin des phrases musicales après les chanteurs professionnels. Papa disait même qu'elle finissait toujours ses chansons le lendemain matin. Hélène excellait dans le bebop et arrivait sinon à nous les faire entendre. Du moins à nous faire voir les trois Andrew Sisters en même temps, avec chorégraphie et tout. Jacques ne se laissait pas aller que lorsque c'était au moins du semi-classique. Il beuglait au sol milieu à faire peur. Bernard s'abstenait parce qu'il chantait encore plus faux que sa grand-mère. Mon père, pour sa part, avait commencé à perdre l'ouïe, mais nous imposait encore sa voix trop forte, surtout si Tino Rossi entamait Sous les ponts de Paris ou Le Petit Arrosoir. Mon cousin Claude, pour sa part, avait peur de l'appareil et ne s'en approchait jamais. Quant aux deux frères de mon père, ils prétendaient qu'ils n'avaient pas besoin d'accompagnement pour chanter et le faisaient la plupart du temps la nuit au retour de l'une de leurs beuveries. Quant à moi, j'étais trop timide pour essayer de compétitionner avec tout ce monde-là et je me contentais d'écouter, me réservant pour chanter les moments où je me retrouvais seul devant le tourne-disque, ce qui était d'ailleurs plutôt rare.